Bienvenue dans ce premier midi causerie ou lunch and learn que je vais appeler Boost Immobilier. Donc, Boost Immobilier, donc on mange ensemble, vous mangez ensemble, moi je ne mange pas, mais Boost Immobilier pour vous donner, parfois ça va être des contenus très structurés, parfois ça va être des contenus comme aujourd'hui, un petit peu plus, je m'en vais dans tous les sens et je réponds à vos questions. À partir de maintenant, probablement tous les mardis, donc peut-être quand je vais être en vacances que je n'en ferai pas, mais à tous les mardis de l'année, je vais être en direct avec vous pour vous donner des informations sur l'investissement immobilier, parfois pour vous raconter certaines de nos anecdotes, de nos bons coups, de nos mauvais coups, parce que moi, je refuse de faire miroiter que le bon côté de l'immobilier. D'ailleurs, je vais vous en parler tantôt. Je suis en train de tenter de faire une transaction au Mexique. Enfin, ça fait longtemps que je vous en parle, puis je vais vous parler de ça. Les gens qui nous accompagnent en immobilier, parfois, et là, je vais donner l'exemple de courtier immobilier qui ne nous donne que les bons côtés d'un immeuble. Et je n'aime pas ça. Donc, je suis là aussi pour vous parler de quand ça ne va pas bien. Présentement, ça va super bien. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver dans le live ou qui m'écoutent sur TikTok pour la première fois, mon nom est Steve Forget. Je suis investisseur immobilier depuis 16 ans maintenant et j'accompagne maintenant les investisseurs qui ont de la difficulté à se lancer, qui ont peur de se tromper, qui ont peur de perdre de l'argent. À faire leur première transaction ou à faire croître leur parc immobilier locatif. Donc, aujourd'hui, comme je vais le répéter, là, donc questions-réponses. Donc, vous me posez vos questions et je vais naviguer dans tous les sens un peu. Donc, si vous avez n'importe quelle question sur comment débuter, comment faire croître, financer, etc. Donc, je ne suis pas un courtier. Donc, je suis un investisseur avec toutes sortes d'anecdotes, toutes sortes de péripéties. On s'est trompé, on a fait des bons coups, on a fait des mauvais coups. Pas trop de mauvais coups, mais donc, ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans. Donc, sur quoi je travaille présentement, le temps que les questions arrivent. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager pour activer l'algorithme. Plus que je vais avoir des questions, plus que je vais pouvoir vous donner du contenu. Aujourd'hui, l'objectif de vous donner de la valeur. Donc, je vais commencer tout de suite par mon petit trip là, sur lequel je suis complètement bandé depuis 2 semaines. Une transaction au Mexique. Ça fait longtemps qu'on regarde, nous, pour s'acheter une propriété au Mexique. Puis, on a peut-être trouvé quelque chose enfin qui rencontre nos critères. Donc, comme je vous disais, on a trouvé un condo usagé. Donc, ce n'est pas un condo neuf au Mexique, qui n'est pas en location court terme présentement. Donc, c'est un propriétaire canadien qui habite dedans. Il a tout rénové le condo. C'est un 4,5. Donc, il y a 2 chambres à coucher, super bien situées. Donc, nous, on a un quartier en particulier dans lequel on regarde, mais les prix étaient vraiment inabordables. Ça, pour notre budget à nous, là, un 2 chambres à coucher, si tu veux avoir une vue mer, parce que nous, c'est important, c'est 800, 900 000 et plus américains. Donc, on a trouvé quelque chose de beaucoup plus abordable que ça. C'est quand même plusieurs centaines de milliers de dollars américains, mais super bien situé avec une vue spectaculaire. Petit inconvénient, c'est dans un immeuble plus vieux. Donc, là, c'est le côté qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Donc, l'unité en soi nous convient. Donc, on a vu toutes les photos, puis on a fait une tournée virtuelle vendredi avec un courtier de là-bas. Donc, il s'est rendu sur place avec FaceTime, puis on a vraiment là, marché autour de l'immeuble, dans les escaliers, les cages d'escalier. Donc, on a été capable vraiment de mieux comprendre comment était positionnée cette unité-là. Puis, donc, c'est un rêve qu'on a. Donc, je ne suis pas certain que c'est le truc le plus rentable du monde d'acheter ça là-bas, donc par rapport à ici. Mais bref, c'est un rêve, puis il ne faut pas toujours faire des trucs avec un fichier Excel. Il ne faut pas se tromper quand même. Non, mais on a trouvé là, donc notre vue, 2 chambres à coucher, bonne grandeur, air ouverte, rénovée, hyper belle localisation. Ça va bien se louer sur Airbnb. Il faut aussi regarder le potentiel de location dans notre cas. Comme au Québec, quand on achète un immeuble, mais nous, c'est quoi le potentiel de location court terme? Mais on a des amis qui habitent juste à proximité de ce condo-là, puis on est capable d'avoir... en naviguant, on va regarder sur les sites Internet à combien ça se loue des condos similaires avec une belle vue dans ce quartier-là. Et on est capable de faire des projections positif, pas positif, mais optimiste, réaliste et pessimiste. Comme je vous encourage à faire tout le temps, ceux qui ont déjà suivi mes cours sur mon fichier Plex ou qui ont acheté là, mes petites formations que je donnais à une certaine époque là, sur le fichier Plex, je vous encourage tout le temps à faire ça. Puis encore aujourd'hui, de tout le temps faire 3 scénarios de revenus, de dépenses, de projections futures. Donc, pour essayer d'incorporer un peu de risque, si ça ne se passe pas comme prévu, si je n'arrive pas à louer autant que prévu. Donc, moi, dans la location court terme, j'ai 2 grands éléments. C'est combien de jours je vais être capable de louer et le tarif que je vais être capable de louer. Donc, je me suis fait
un fichier avec 3 scénarios. Et j'y vais mois par mois, hein, en location court terme. Ce n'est pas toutes les saisons. Par exemple, décembre, janvier, février, mars, c'est la haute saison sur la côte ouest mexicaine. Donc là, je m'attends à avoir au minimum 21 à 25 jours de location par mois. Mais à partir de la mi-avril, je fais dropper ça. Je pense que je fais dropper ça à 15 jours. Puis après ça, à partir du mois de juin, juillet, je fais dropper ça à 10 ou 12 jours par mois. Donc, je joue dans mes 3 scénarios avec les nombres de jours de location par mois. Puis après ça, j'ai fait la même chose dans les 3 cas où je fais varier les tarifs. Donc, des tarifs plus optimistes, des tarifs plus pessimistes pour voir si ça se tient. Puis dans mon cas, à moi, ça se tient, mon scénario. Donc là, ce que je ne suis pas capable d'évaluer pour le moment, c'est toutes mes dépenses. J'attends des réponses du courtier. J'ai envoyé toute une liste de questions hier, là. Il y a la langue, hein, la barrière de la langue. Donc, lui est espagnol, il parle espagnol, nous, français. Donc, on se communique en anglais, mais mon anglais écrit, j'ai déjà été assez bon au niveau anglais, mais ça fait longtemps que je ne le suis plus. Donc, j'utilise ChatGPT. Donc, j'écris en anglais, puis après ça, je mets ça dans ChatGPT, puis j'ai dit corrige ça comme si c'était un anglophone avec une expertise en immobilier locatif. Il m'a fait un super de bon email. Donc, voilà. Donc, ce petit projet du Mexique. La difficulté qu'on a, c'est un défi. En fait, c'est un défi. Moi, c'est ce qui me stimule dans ce projet-là. C'est de comment on finance ça. Parce que souvent, les gens qui vont acheter au Mexique, entre autres, vont payer comptant. C'est plus difficile d'avoir un financement. Ce n'est pas impossible. Dans les tours en construction, donc quand c'est un condo en construction neuf, on est capable d'avoir un financement du vendeur ou du promoteur ou du constructeur. Donc, sur 2-3 ans ou durant le temps de la construction du moins. Là, donc, il faut arriver avec certains paiements, 20 40 etc., à certaines étapes de la construction. Pour une construction neuve, souvent, les gens vont payer comptant. On est capable d'avoir des prêts au Mexique, c'est plus élevé. Donc, dans notre cas à nous, je vais quand même essayer de faire des démarches pour avoir un prêt là-bas, même si c'est des taux d'intérêt super élevés, donc 10 Mais avec le taux de change ici, en tout cas, je suis en train de regarder plein de scénarios. Il faut que je refinance toute une tonne de propriétés ici pour sortir de l'argent. Mais si je suis capable de ne pas toute la sortir puis de perdre au taux de change, j'aimerais ça aller chercher un 200-250 000 US de prêts hypothécaires au Mexique, même si je ne suis pas résident du Mexique. Donc, j'ai lu que c'était possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. On a fait notre transaction. Ceux qui n'avaient pas assisté à mon bootcamp il y a 2 semaines, j'avais fait un bootcamp il y a 2 semaines, comment acheter votre prochain Plex dans les prochains 6 mois. Ça avait bien fonctionné. On a fait l'acquisition, ça fait 2 semaines à peu près, jour pour jour, d'un petit triplex semi-commercial qui était en vente depuis tout le temps, là, depuis 3 ans, pratiquement 2 ans et demi. 2 ans et demi, 3 ans. Et je veux raconter ça, cette petite histoire-là, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, parce que ça reflète des immeubles mal pricés, mal mis sur le marché. J'en ai discuté avec un courtier justement la semaine passée. Cet immeuble-là a été mis en vente il y a 2-3 ans à 399 000 $. À l'époque, ouais, c'est ça, 399 000 $, il y avait des revenus bruts de 25 000 $. Donc, 2 logements, un commerce. En fait, le commerce occupait le commerce et un logement, puis il y avait un autre logement au 2e étage. Donc, 25 000 bruts. Avec les taux qu'on avait là, il y a 2 ans, quand ils ont mis ça en vente, là, les taux pour des semi-commerciaux, c'était tellement élevé. Moi, j'avais fait évaluer, je n'avais même pas 110 000 de prêt. Donc, il fallait mettre pratiquement 300 000 de mise de fonds. Ils ne pouvaient pas vendre, c'était impossible. Puis là, ils ont baissé le prix. Donc, avec les courtiers, donc de 379, 59, 339, 329, 309. Et là, il était rendu à 299. Puis, c'était encore trop cher, selon moi, en tout cas. Puis, il ne recevait pas d'offre d'achat, d'ailleurs. Et on a fait une offre d'achat à 250. Ça s'est terminé post-inspection à 260. Donc là, on est en train de reconvertir le logement résidentiel du rez-de-chaussée en résidentiel parce que c'est un commerce qui était là. Puis, on va mettre... on cherche un locataire commercial. Donc, on devrait avoir à peu près 34 000 de revenus brut, puis on a payé 260 000. Puis on va mettre 8 9 000 peut-être d'amélioration là, dans un des logements. Donc, c'est quand même un bon petit coup de ce côté-là. Donc, on a payé ça sans financement. Donc, je voyais tantôt un commentaire qui disait dans un post Facebook, les vraies personnes, les vrais investisseurs reviennent sur le marché parce qu'ils payent leurs immeubles comptants. Il faut faire attention là, quand on voit des gens qui payent des immeubles comptants. Moi, souvent, je vais faire ça dans les offres d'achat.
dire que je paye mon immeuble comptant, mais c'est de jouer un peu avec les mots. Là. Souvent, c'est qu'on va y aller avec un prêteur privé. Dans le cas présent du petit triplex, on a vraiment payé comptant parce qu'on avait eu un gros refinancement à l'automne, puis on n'a pas encore fait nos travaux. Sur cet immeuble-là, on a des gros travaux à faire de plusieurs centaines de milliers de dollars, mais on ne les a pas encore fait. Donc, on avait la liquidité disponible pour payer l'immeuble comptant. Le temps de louer le logement, le temps de trouver un locataire commercial pour aller refinancer ça dans quelques semaines pour récupérer une bonne partie de notre argent qu'on a payé comptant. Donc, on devrait aller chercher un prêt, là, un prêt d'à peu près 70% finalement de ce qu'on a payé. Donc, c'est la normale dans les immeubles semi-commerciaux, 30% de mise de fonds, 70% de prêt. Ce qu'on ne pouvait plus retrouver depuis 2 ans et demi, là, avec la montée des taux. On mettait facilement 50, 60, 70% de mise de fonds sur des immeubles semi-commerciaux. C'est pas pour rien que ça ne se vendait plus. Maintenant, avec la baisse des taux, c'est revenu plus à la normale, 30-35% de mise de fonds, dans certains cas moins. J'ai une cliente qui vient de m'envoyer il y a 2 jours ou hier une capture d'écran, donc offre d'achat acceptée, également sur un immeuble semi-commercial où il y a des conversions à faire, par exemple, transformer un restaurant en 2 logements ou quelque chose comme ça. Moi, c'est des genres de trucs que j'aime beaucoup. Si vous avez un intérêt pour les immeubles semi-commerciaux, marquez semi-commercial ou semi-commerciaux en bas dans les commentaires. Vous allez voir, j'ai une belle petite annonce qui s'en vient dans les prochains jours par rapport à ça. Donc, si vous avez un intérêt ou si vous avez des immeubles semi-commerciaux ou vous voulez apprendre sur les immeubles semi-commerciaux, marquez semi-commerciaux dans les commentaires. Puis, je vais aller vous chatter quand ça va sortir juste pour me faire un petit rappel que vous avez un intérêt. Par rapport à ça, on a acheté ceux qui m'ont suivi. Là, je vous donne un peu, là, je vois que les gens posent des questions, mais j'attends que ça rentre un peu puis je vais vous répondre. Je continue avec qu'est-ce qu'on travaille, nous, de notre côté. Ceux qui m'ont suivi depuis le mois de mai l'année passée, on avait fait une transaction d'un 8 logements, une super transaction qu'on avait fait. Un 8 logements que je voulais acheter depuis 7 ans et on a fini par avoir une offre d'achat acceptée donc à la fin mai 2024. Et on avait, comme il y avait surenchère et qu'il y avait plusieurs personnes qui faisaient des offres d'achat, on avait dit qu'on payait comptant cet immeuble-là, donc sans financement. Donc, en fait, je n'avais pas dit comptant, mais j'avais dit je n'ai pas besoin de conditions de financement. Et c'était vraiment le seul objectif de faire ça, puis je n'avais pas l'argent, honnêtement. J'en parlais hier au notaire. Je n'avais pas l'argent quand j'ai déposé ça, puis je ne savais pas comment j'allais le trouver au moment de déposer cette offre d'achat-là, mais j'ai dit, moi, je vais trouver une solution, puis je n'ai pas besoin de financement bancaire. Et on a payé ça 670 000, un immeuble de 8 logements avec des loyers beaucoup trop bas. C'est toujours le cas. On a eu la chance d'avoir 2 locataires qui ont quitté avant même qu'on soit propriétaire. Puis on a reloué, on a rénové, on a reloué ça à l'automne. On a payé ça, donc 670. On a mis 20 000 de travaux. Donc le coût, c'est 690 pour nous. On a une évaluation agréée à 775. Et honnêtement, elle n'est pas bonne, l'évaluation. Je le mettrai en vente demain matin autour probablement de 830, 840. Je le vendrai comme ça. Et avec les augmentations de loyers qui s'en viennent en juillet pour les logements qui ne sont pas optimisés, là, la valeur va être au minimum 860 000 à partir du 1er juillet. Puis il suffit que j'ai un locataire qui parte dans cet immeuble-là avec nos reconductions. Et la valeur de l'immeuble dépasse le 900, j'ai calculé tantôt. C'est sûr qu'on arrive à au moins 925 000. Et on a possibilité d'agrandir cet immeuble-là. Donc, c'était un super bon coup. Hier, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est dans l'actualité aujourd'hui, dans mon cas, moi, parce qu'on vient de le refinancer bancaire SCHL. Donc, on avait acheté avec un prêteur privé au mois de juillet pendant 6 mois, globalement. Donc, on a dépassé notre 6 mois de quelques jours, là, depuis 2 semaines. Mais on avait payé qu'un prêteur privé, puis on rembourse le prêteur privé là, demain ou après-demain. Donc, le notaire va faire ça. Donc, on a refinancé ça sur 40 ans SCHL, même si l'immeuble n'est pas optimisé, même si on aurait pu attendre avant de refinancer SCHL, mais le prêt conventionnel était quand même un peu trop bas. Donc, ça nous demandait, là, pour rembourser le prêteur privé, il aurait fallu ressortir de l'argent de nos poches, chose qu'on ne voulait pas faire. Donc, finalement, on a acheté cet immeuble-là, 670 000, 20 000 de travaux les travaux vont être remboursés avec le prêt qu'on vient d'avoir. Et on va avoir de l'argent dans notre compte de banque, donc pour faire d'autres travaux éventuellement. Donc, on n'a plus besoin de rajouter de l'argent dans cet immeuble-là. Je vais regarder quelques questions. Achat d'un condo dans le sud, financement au Québec. Ben, en fait, le financement, Mathieu, ça va être sur nos autres immeubles. Donc là, j'ai à peu près 7 immeubles que je vais devoir refinancer si jamais je vais de l'avant avec cette transaction-là.
Donc, je dois refinancer ma maison personnelle, notre chalet, plus certaines propriétés dans nos entreprises. Certaines propriétés que j'ai à mon nom personnel également, du multilogement pour, je ne sais pas encore là, si on l'achètera en compagnie ou pas au Mexique, mais j'ai toute une job de refinancement là, à faire pour ressortir. Grégoire Piché, je me débrouille assez bien en espagnol avec un très, très gros accent, mais j'ai déjà parlé beaucoup mieux que ça il y a une quinzaine d'années, là. Mon ex venait d'Espagne. Comment on fait pour calculer la valeur de l'immeuble? Ben là, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, là, mais globalement, je vais te donner ma petite technique napkin super rapide, Jarvis. Donc, dans mon cas, par exemple, dans mon coin à moi, quand c'est chauffé électricité, des immeubles usagés là, qui vont dater là, des années 60, 70, quand le chauffage électricité est à la charge des locataires, ça va se vendre à peu près, là, c'est pas le meilleur indicateur, là, ça se vend à peu près 14 fois les revenus bruts dans l'usager. 13,8, 14, 15, okay, ça tourne autour de ça. Fait que je te prends un truc réaliste, là, sans me tromper, 14 fois les revenus bruts. Dans mon cas, moi, je fais juste une projection de combien de revenus bruts je vais avoir, puis je sais à peu près que ça va se vendre à ce prix-là sur le marché. Il n'y a rien ici qui va se vendre à 11, 12 fois, à moins qu'on soit dans des immeubles semi-commerciaux comme on vient de faire. On a payé, je ne sais pas, 8 fois les revenus bruts. Là. Okay, donc, ça, c'est une particularité des immeubles semi-commerciaux. Mais dans du 100% résidentiel, moi, je suis capable de faire des petites projections comme ça. Dans les petits immeubles, peut-être que ce n'est pas le cas dans un 24 logements, là, mais dans un petit immeuble comme ça, un 8 logements, je ne me trompe pas, je suis pas mal certain que je ne me trompe pas. Là. Cet immeuble-là, dès qu'il va être avec quelques locataires qui vont avoir quitté, là, il suffit que j'ai 3 autres locataires qui quittent dans les prochaines années, on dépasse le $1 million en valeur marchande de ce bâtiment-là. Good. Après ça, on est en pleine période de relocation. J'ai fait un post la semaine passée. Nous, on n'a pas commencé. On n'a pas commencé encore à calculer de façon détaillée là, pour les 270 logements. Là. On ne va probablement pas le faire pour les 270 logements. Donc, on va probablement appliquer un truc là, de base. Là. Puis, dans certains immeubles, quand on sait que les gens sont plus titilleux, qui vont poser des questions, on va vraiment faire les calculs. Là. Dans mon cas, moi, le post que j'ai fait la semaine passée, c'était dans certains de nos immeubles où les logements sont déjà au maximum du prix du marché, on ne va pas appliquer l'augmentation maximale de la régie du logement. Donc, du tribunal administratif du logement. Donc, mettons, dans un cas que j'ai calculé, moi, hier, là, la semaine passée, c'était autour de 6,3 dans un immeuble. Je suis pas mal convaincu que si j'applique ça sur mes loyers qui sont déjà maximisés sur cet immeuble-là, les locataires vont probablement partir parce qu'ils sont déjà au top du prix du marché. Donc, il y en a 3, 4 là, comme ça que je vais aller à peu près à du 3,5 %. Ceux qui ne sont pas optimisés, on va aller à du 6 à peu près de ce côté-là. Mais j'ai un point que je veux parler, puis j'en parle souvent dans certaines des vidéos, là. C'est le côté humain de l'immobilier, puis n'oublions pas que c'est une business humaine. L'immobilier, donc on deal avec des gens qui habitent dans nos immeubles ou qui travaillent dans nos immeubles, puis oui, nous, on veut regarder le côté business, le côté rentabilité, mais n'oublions pas aussi l'autre côté, puis il y en a beaucoup, beaucoup qui ont de la difficulté à arriver. Donc, oui, c'est important de couvrir nos coûts, mais d'un autre côté, il faut quand même avoir de l'empathie, voir si on peut négocier, comment on peut faire. Donc, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus subir ça, là, les revenus ne suivent pas. Pour toutes sortes de raisons. Hein. Ce n'est pas toujours une question de volonté. Moi, j'entends toujours, qu'ils se trouvent une autre job, de raisons de santé mentale, ils ne peuvent pas. Okay, donc, on pourrait en parler longtemps, mais n'oublions pas le côté humain là, de l'immobilier. Good, good, good. Puis, je relisais tantôt un de mes articles que j'avais écrit l'année passée, je pense. Un article de blog. Vous pouvez venir là je vais vous le mettre d'ailleurs. Vous pouvez rechercher. Là. Avant, j'étais très, très blog. Maintenant, c'est plus des vidéos. Je vais vous mettre ça dans les commentaires ici. Donc, je pense que ça va apparaître automatiquement dans Facebook et dans YouTube. L'importance de prendre son avenir financier au sérieux. Okay, donc, j'ai une personne la semaine passée qui me disait « C'est trop tard pour moi. J'ai 52 ans, je peux plus investir en immobilier, c'est trop tard pour moi. » Puis, je suis en total désaccord avec ça. J'ai quelqu'un qui vient de joindre mon programme qui est plus âgé que ça. Qui décide que c'est le moment, qui aurait pu le faire avant, qui aurait donc dû le faire avant, mais c'est maintenant le temps de le faire. Puis, j'ai des exemples que je pourrais lui montrer de personnes qui ont commencé à l'âge de 50 ans, qui n'avaient jamais investi en immobilier, puis quand ils ont pris leur retraite à l'âge de 61 ans, ils s'étaient constitués plusieurs centaines de milliers de dollars en équité sur une période de 11 ans.
Même si on est capable d'aller se construire un 50 000, un 100 000, un 200 000, un 300 000 en quelques années, ben, il n'est pas trop tard, ça peut valoir la peine encore. Donc, que ce soit pour être propriétaire occupant ou en s'achetant un quadruplex à Shawinigan ou à Trois-Rivières ou peu importe. Donc, prenez votre avenir financier en main. Le coût de l'attente, c'est un autre petit post que j'ai fait, je pense, il y a 2 semaines. Le coût d'attendre d'investir en immobilier. Les taux d'intérêt ont quand même rebaissé. La population canadienne, là, les hypothèses des dernières années, c'était que la population allait augmenter, augmenter, augmenter. Là, j'ai lu un texte la semaine passée où, pour cette année, l'année prochaine, on devrait stagner. Il n'y aurait pas d'augmentation de population à cause des immenses changements qui ont été faits dans les programmes d'immigration. Mais je pense que la tendance à moyen terme et à long terme, c'est qu'on va continuer à faire croître cette population-là. Là, on avait juste trop grandi. Donc, le besoin de logement va rester là, mais si vous attendez encore plus qu'il va y avoir de personnes, plus qu'il y a de compétition, plus qu'il y a de besoins, plus qu'il y a de demandes, je pense que ça va continuer de mettre une pression sur le prix des terrains, donc le prix des immeubles. Plus vous attendez, plus ça va vous coûter cher entrer dans le marché. Si les immeubles augmentent, du moins au Québec, là, ailleurs, ça baisse comme en Ontario, dans certaines catégories comme des condos, même des maisons dans certains cas. Ici, on a rarement vu ça là, au Québec. Donc, plus on attend, plus ça vous coûte cher de mise de fonds, plus ça peut être difficile, plus vous avez besoin d'avoir des revenus personnels élevés pour vous qualifier pour avoir des prêts. Le coût de l'attente, c'est que vous ne capitalisez pas maintenant. Tu sais, un client là, qui m'a dit il y a 3 semaines dans un appel téléphonique que lui préférait attendre 1 ou 2 ans pour se mettre encore plus de mise de fonds pour s'acheter un plus gros immeuble plutôt que de commencer maintenant. Et il avait déjà accès à quand même beaucoup de fonds, là. Beaucoup plus que qu'est-ce que moi je suis capable d'acheter des immeubles avec ça. Là. Ben, moi, c'est sa décision. Mais dans 2 ans, il va peut-être encore vouloir attendre d'aller encore plus grand. Puis là, les immeubles vont coûter encore plus cher. Donc, toute sa mise de fonds supplémentaire qu'il va mettre, ben, peut-être qu'il ne pourra pas acheter un immeuble si gros que ça dans 2-3 ans par rapport à ce qu'il peut maintenant. Par rapport à la mise de fonds, par rapport au prix des immeubles, vous n'êtes pas en train de faire de l'optimisation, vous n'êtes pas en train de déjà travailler à créer de la valeur dans vos immeubles. C'est beaucoup comme ça en immobilier qu'on crée. Hein. Ce n'est pas juste, oui, on rembourse la dette, oui, il y a une prise de valeur naturelle qui se fait avec l'inflation. Il peut y avoir un petit cash flow, mais c'est beaucoup la prise de valeur qu'on va forcer dans des immeubles en faisant des améliorations, des modifications, des rénovations, des négociations avec des locataires, des ajouts de services. Donc, c'est beaucoup comme ça qu'on va créer de la valeur. Puis, plus vous attendez, moins vous réalisez cette prise de valeur-là. Donc, cet effet boule de neige-là, hein, on commence petit, on est peut-être ensuite coincé à attendre 2-3 ans sans acheter, 4 ans, 5 ans peut-être jusqu'à notre premier terme hypothécaire. Puis là, au bout de la 10e année, la 5e année, on achète un deuxième. Puis là, c'est possible là, qu'après ça, c'est à la 8e année, puis à la 10e année, puis à la 12e année. Donc, la petite boule de neige va aller en grossissant. Puis, tu sais, Philippe capotait un peu cette semaine, là, mon associé, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il faut trouver, la semaine passée, là, on se disait, il faut trouver 700 000 pour Canadiens pour acheter notre condo au Mexique. Puis là, en fin de semaine, il était bien découragé. Là, je pense que c'était vendredi ou samedi. Il disait, je le veux, mais c'est trop cher. T'sais. On ne pourra jamais trouver cette paie. Écoute, moi, quand tu me mets au défi comme ça, mais j'ai trouvé presque toute la somme. Juste en regardant immeuble par immeuble, comment on est capable d'aller chercher en les refinance. J'aurais jamais été capable de faire ça il y a 10 ans, mais maintenant, aller chercher un 500, 600, 700 000, tu sais, je ne peux pas le faire demain matin. Là. Ça va me prendre plusieurs mois parce que c'est 7 refinancements. Puis j'ai peut-être un ménage à faire, même côté personnel. J'ai encore un petit prêt auto. Donc, si je veux maximiser le refinancement de ma maison, il faut peut-être que j'élimine mon prêt auto en le faisant sortir de mon bilan, du moins. Là, il me reste un petit 16 000 à payer. Mais... Donc, il y a tout plein de petites stratégies qu'on peut faire pour aller chercher le plus de prêts possible pour aller chercher un 700 000. Mais j'aurais jamais pensé ça possible il y a 16 ans. Okay, donc, la boule de neige est rendue juste plus grosse. Notre taux d'endettement qui est maintenant en bas de 60 si je vais rechercher un 700 000 de plus de dette ou un 500 600 000 de plus de dette sur un parc qui en vaut presque 19-20 millions, ça fait augmenter un peu mon taux d'endettement, mais pas tant que ça. Puis ça me permet d'avoir une propriété qui va être payée comptant là-bas, donc ou presque comptant. Donc, les revenus qu'on va avoir au Mexique, moins les dépenses d'opération qu'on va avoir au Mexique, j'ai calculé qu'il allait nous rester, dépendamment de mes 3 scénarios, là, il va me rester entre 21 000 et 43 000 US par année dans le compte au Mexique. Je l'ai mis en dollars US. Là. Mais et là, on va être capable éventuellement soit de rapatrier ça ici, etc. Donc, je mets mon endettement sur mes immeubles québécois,
pour avoir un immeuble qui va être payé comptant là-bas, mais qui va avoir un revenu net là-bas assez imposant. Donc, ça peut quand même valoir la peine. Ceux qui veulent me parler là, dans un appel pour voir si on est un bon... Le but d'un appel stratégique, là, comme vous avez le lien d'ailleurs qui est apparu dans les commentaires, c'est de voir si on est un bon fit pour travailler ensemble pour que je vous accompagne dans vos projets immobiliers. Donc, je veux voir c'est quoi vos besoins. Est-ce que je peux répondre à ce besoin-là? Est-ce que je peux vous accompagner ou pas? Ça m'est arrivé la semaine passée de dire à quelqu'un, je pense que ce n'est pas le bon moment, je ne suis pas la bonne personne pour t'accompagner. Il voulait vraiment faire du condo locatif, puis l'achat de condo, puis négociation de condo. Écoute, je ne suis pas une personne de condo du tout, là. Je le fais là, pour le Mexique, mais c'est vraiment une exception. Miguel, tu me poses une question. Comment calculer le montant que tu peux offrir à un locataire lorsque tu veux reprendre l'appartement pour un cash for keys? Super de bonne question, Miguel. Pas de bonne réponse facile à avoir. Donc, des fois, c'est un guest. Tu dis le locataire va peut-être accepter 6 mois de loyer, 3 mois de loyer. Moi, j'ai vu des gens parfois qui vont juste demander à un locataire est-ce que vous accepteriez de quitter? Je voudrais faire des travaux, puis le locataire, ça peut faire son affaire de partir. J'en ai vu qui vont rien payer du tout. J'en ai vu qui payent 25 000, 30 000, 40 000. Mais tu sais, donc, par exemple, dans mon cas, j'avais un exemple que je donnais il y a quelques années d'un immeuble à Montréal. La locataire paye, puis c'est encore le cas aujourd'hui dans un de nos immeubles, j'arrondis là, elle paye 500 $ par mois pour un logement d'une belle superficie avec une cour vraiment à côté d'un métro à Montréal. Mais elle est là depuis comme des décennies. Okay? Donc, elle ne veut pas s'en aller. Combien je serais prêt à lui donner? Donc, là, on fait un calcul mathématique. Moi, c'est un immeuble de 6 logements et plus. Le financement va se faire baser sur les revenus dépenses de l'immeuble. Si la locataire quitte et que je reloue, okay, donc c'est sûr que je vais avoir besoin de rafraîchir, peinturer, des nouveaux planchers. C'est sûr que j'ai besoin de mettre un 10 000 $ dans la salle de bain, mais c'est des pécatilles. Okay, donc, si la locataire s'en va, je peux relouer son appartement au minimum 1 300 $ par mois. Je le sais parce que le voisin immédiat, dans le même building, c'est moi le propriétaire, il est loué 1 300 $ par mois pour cuisine rénovée, salle de bain rénovée. C'est vraiment son jumeau, là, les deux. Donc, imagine, donc la locataire, elle paye 800 $ de moins que la valeur marchande du logement. 800 $ par mois fois 12, ça fait 9 600 $ brut. Donc, j'ai 9 600. J'enlève, mettons, un 10 % là, pour l'administration, pour les vacances que la banque va prendre. Donc, je fais fois 0,90. Donc, ça me fait, mettons, 8 640 net de plus par année pour cet immeuble-là, en revenu. Tu sais, ça ne me coûtera pas plus cher de taxes parce que j'ai augmenté le loyer. Ça ne me coûtera pas plus cher d'assurance. Donc, j'ai juste enlevé un 10 % là, pour des trucs que la banque va prendre. Donc, j'ajoute 8 640 de revenus nets. Et je sais à peu près, là, mettons, dans ce secteur-là, que par rapport à la valeur, là, si je vais diminuer ça, je vais diviser ça par 5 % de taux de capitalisation, mettons. Donc, ça me fait, j'augmente ma valeur d'à peu près 172 000 $. La valeur de financement, la valeur économique de mon immeuble. J'augmente la valeur de 172 000, puis moi, je suis capable, mettons, d'aller chercher, admettons, j'y vais de façon très, très conservative, 75 % avec un prêt conventionnel. 75 % de 172 000, j'irai chercher un prêt supplémentaire de 129 600. Donc, j'augmente ma valeur, puis je suis capable d'aller chercher un prêt supplémentaire. Donc, admettons que pour louer le logement, ça m'en coûte 15 000 de travaux. Okay, donc, là, j'ai 129 000 de prêts supplémentaires. Moins, admettons, j'arrondis à 130 000. J'enlève 15 000 de travaux. Il me reste toujours bien 115 000. Puis, j'ai fait augmenter ma valeur de 172 000. Combien je pourrais donner au locataire? 20 000, 25 000, 30 000. Ce serait bien un live pour l'augmentation des loyers. Oui, Jarvis, j'aurais voulu que ce soit aujourd'hui, mais Philippe n'avait pas eu le temps. On a une expulsion là, à 13h avec huissier également. Non, c'est pas. Il y a peut-être Doc Solutions qui fait, mais ce n'est pas le nom du logiciel que je cherchais. Mathias, tu dis, tu trouves, bon, hein, tu veux acheter ton premier immeuble à Montréal, 6 à 8 en 2025, avoir quelqu'un comme toi pour m'aider. Ah, ben ça me ferait plaisir, Mathias, désolé. On peut en discuter tout à fait. Donc, si tu cliques sur le bouton où ça te parle appel, tu as même accès à mon agenda pour prendre un rendez-vous. Normalement, c'est ouvert pendant une douzaine de jours, mon calendrier. Puis, suite à cette prise de rendez-vous-là, il y a un formulaire qui apparaît automatiquement sur la page, un petit questionnaire. Donc, ça me permet de te connaître également, avant même de faire l'appel, de voir
c'est quoi tes besoins. Donc, c'est ce que je fais tout le temps là. J'ai tout le temps plusieurs appels par semaine. J'essaie de ne pas trop en prendre là, parce que je ne veux pas passer 20 heures par semaine au téléphone, mais j'ai tout le temps 4-5 appels par semaine de gens qui sont intéressés à joindre mon programme d'accompagnement. Donc, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, marquez appel dans les commentaires, puis je vais vous envoyer le lien. Good. Écoute, j'arrête là. Je vais essayer la semaine prochaine, je vais essayer de faire ça sur le calcul des augmentations. Donc, il y en a déjà eu beaucoup, la Corpic, etc. Mais on va faire avec Philippe, on devrait faire 1 heure la semaine prochaine sur les augmentations de loyer 2024 avec un exemple pratico-pratique de grille à remplir, comment l'interpréter, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne fait pas. L'année passée, ça avait été un beau succès. Donc, mettez ça à votre agenda à tous les mardis à midi. Si vous avez une idée de sujet, d'ailleurs, aujourd'hui, j'étais vraiment pas inspiré. Il était rendu 11h15, puis je cherchais mon sujet, puis là, je me suis mis une couple de sujets, mais dans certains cas, je prépare des petites présentations quelques jours à l'avance. Aujourd'hui, je n'avais pas d'inspiration. Donc, si vous avez des idées de sujets, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Envoyez-moi des messages sur Messenger. Moi, je marque ça dans mes notes là, sur mon ordinateur ou mon téléphone et ça m'inspire des nouvelles vidéos, des idées d'invités que je pourrais avoir également parce que je ne veux pas faire ça tout le temps toute seule. Des fois, je veux faire des mardis midi où je pourrais avoir des investisseurs qui viennent témoigner de leur bon coup ou de leur mauvais coup. Je pourrais avoir des professionnels de l'immobilier également qui viennent discuter. Donc, on va faire ça comme sous forme de podcast, comme je faisais là, depuis quelques années également. Donc, très heureux de vous retrouver. N'hésitez pas à partager ça, à faire des petits likes. Plus que j'ai de personnes qui me posent des questions ou qui m'envoient des idées, plus que je vais être animé. Ça vient beaucoup me motiver les commentaires que vous me marquez. Là. La mise à part de l'argent. Ah, c'est pas une bonne idée. J'en avais déjà parlé dans. Ah oui, je pense que c'était pas public. C'était des vidéos que je fais dans mon programme d'accompagnement. Mais ça pourrait être intéressant. Là. J'ai 2 personnes que je pourrais inviter pour parler de ce sujet-là, Miguel. Donc, merci tout le monde. Bonne journée. Puis, je vous souhaite une super de belle semaine. Puis, lâchez pas. Prenez des micros-actions pour avancer. Pas besoin de faire un offre d'achat demain matin. Apprenez, écoutez un podcast, lisez un livre, venez nous poser des questions. Allez faire du réseautage. Donc, à chaque semaine, vous devriez être capable de faire des petites micros-actions qui vont vous permettre de vous développer en tant qu'investisseur immobilier. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.